Oui, ça commence bien. Soit. Tu fais la méchante. Ouais, parce que moi, je fais dans la méchante toujours. All right. Bon, bah alors je te laisse tranquille. Au revoir. Au revoir. Alors? Eh ben, on va commencer. Ah bon? Ben oui. Tu veux pas? Regarde, tout à l'heure, elle dit, je me suis fatiguée, alors que je ne pas. On verra du tout aujourd'hui, puis là. T'arrêtes de ramoner comme une... T'arrêtes de ramoner comme une vieille? Comme quoi? Comme une... Bon, allez, ça suffit. Allez, c'est parti. Oh, ce soupir. Tu peux m'en faire plus souvent si tu veux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 4 avril 2021. C'est l'anniversaire de ma maman. Aujourd'hui, elle a 83 ans, me semble-t-il. Donc, je fais des gros bisous. Bisous de maman. Et tu fais pas du bisou, toi? Ah si, je lui fais des gros bisous. Alors aujourd'hui... Je vais la voir tout à l'heure au téléphone. Je sais. Et ça prend rendez-vous ici dans la famille, on prend tous des rendez-vous. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure avec Charles Baudelaire. Il y en a certains qui doivent se dire, franchement, pourquoi vous ne faites pas d'autres types de sujets? C'est vrai, pourquoi? Je pourrais, c'est vrai, c'est évident. Mais oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que l'actualité est toujours épouvantable et que peut-être il faut sortir de cet épouvantable. J'ai déjà tout écrit. Je suis en train de mettre en place les prochains Pandora qui vont sortir bientôt. Donc il y a beaucoup de travail. J'ai peut-être moins de temps pour faire des capsules sur ce que vous savez déjà. Vous commencez enfin à vous éveiller, à vous réveiller. Donc vous disposez d'une somme d'informations internationales. Aujourd'hui, vous avez compris qu'il ne fallait pas seulement se contenter de l'information locale ou nationale. Donc il y a beaucoup de gens maintenant qui s'intéressent, qui dévoilent, et c'est très bien. C'est très bien. Le plus il y en aura, le mieux ce sera. Le mieux ça fera s'écrouler ces murs de Jéricho, ces murs du mensonge scientifique. Donc voilà. Voilà pourquoi je préfère me concentrer sur des choses un peu plus culturelles, intellectuelles, morales. Car cette immoralité du Covid commence à nous peser tous. Et on le fera, c'est certain, mais c'est pas la peine non plus de répéter ce que les autres répètent en permanence. Jouer le rôle d'un perroquet, c'est pas très intéressant. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce peintre. Toujours, c'est la suite du salon de 1846 par Baudelaire. Est-ce que j'ai dit que nous étions en compagnie de notre Lolotte national? Non. Alors, non, tu l'as pas dit. Voilà, mais parce que tu as dit bonjour tout le monde, c'est pour ça. C'est de ta faute. Donc, c'est toi encore. Alors, en compagnie... En compagnie de notre charmante Lolotte, enfin charmante quand elle veut, Lolotte nationale, internationale et intergalactique. Bonjour tout le monde. Voilà. Alors... Qu'est-ce que tu vas dire? Non. Je te laisse continuer alors, puisque tu as les questions et les réponses. Donc, je te laisse nous parler de Delacroix. Vas-y, dis-nous ce que tu veux dire sur Delacroix. Ah,
Ah non, alors là, ça c'est ton sujet et c'est pas le mien du tout. Non, 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 moi je suis tout de j'adore, tu sais très bien, je suis passionnée. Donc là, je ne dis absolument rien jusqu'à la fin de la capsule. T'es toute huître? Ah bon? Enfin une perle. Enfin une perle. Ah oui, alors il y a un monsieur très gentil qui m'a proposé d'utiliser un logiciel pour mettre les images quand je parle, mais euh, c'est, vous savez, moi je suis pas très doué en informatique, ça m'intéresse pas trop, d'une part, et d'autre part, ça voudrait dire euh, que je doive me concentrer sur à la fois l'image, le discours et tout ça. Or, j'ai pas répété, si vous voulez, j'ai pas revu mes livres depuis 30 ans, donc ça, ce sont des connaissances qui sont en moi, que j'ai acquises. Et de devoir jouer avec les images, l'ordinateur, la souris, le machin, le truc, euh, ça m'agace. Ça m'agace parce que ça va troubler cette liberté de parole. Et de toute façon, vous avez les tableaux sur Cogito. Lorsque je publie la vidéo, ou quelques heures après, je les rajoute. Donc vous pouvez les voir, si vous le souhaitez. Mais c'est comme une émission de radio, en fait. Vous vous mettez tranquillement dans votre fauteuil, si vous en avez un, dans votre lit, dans votre voiture. Et puis vous faites jouer. Et puis vous n'avez pas besoin de voir les tableaux Bien pendant que sûr. j'en parle. Donc ça s'adresse à la fois à tous. Et puis ça s'adresse aussi à ceux qui connaissent un peu. Donc ceux qui connaissent un peu, ils ont les tableaux dans la tête. Bon, il n'y en a pas beaucoup, je dois l'avouer, mais c'est pas grave, il y en a quand même. Ah, il y a un mea culpa, il y a une petite erreur, un erratum. Euh, j'ai dit que dans la dernière capsule, que le roman Atala était de Lamartine, et je me suis trompé, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Je pensais à Lamartine à cause du romantisme. Mais c'est François-René de Chateaubriand, Atala. C'est quand il était aux Amériques et qu'il a été accueilli par un chef indien comme guerrier et qu'il a écrit Atala. Donc c'est François-René de Chateaubriand, l'écrivain sublime des Mémoires d'outre-tombe, si vous le connaissez. Donc je vous prie de m'excuser ce méli-mélo. Ça arrive parfois, vous savez, quand on a trop de choses dans la tête, on fait des assimilations qui ne sont pas les bonnes. Voilà. Bon, maintenant, Moi, c'est tout excusé. bon, merci, mais il fallait le dire. Vous savez, quand on fait des erreurs, il faut le dire, hein. Il n'y a pas de honte à se tromper. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne commettent jamais d'erreur. Donc, c'est une petite erreur qui méritait une rectification. Donc là, nous reprenons le salon de 1846, la description de Baudelaire. Alors essayez de vous dire qu'à l'époque, des critiques littéraires, il n'y en avait pas beaucoup. Le 19e siècle, c'est quand même le siècle de la presse. Ça va devenir le siècle de la grande presse, et on le verra plus tard, vers la fin du siècle. Là, on est en 1846. On le verra autour de 1900, hein, 1880, 90, 1900, avec l'affaire Dreyfus, plus en 1900, me semble-t-il, et les défenses, la défense par cet avocat qui n'était qu'un écrivain et qui était Émile Zola et qui a défendu le capitaine Dreyfus contre les accusations injustes et mensongères qui lui ont été faites. Et d'ailleurs par un officier hongrois, Esterházy. Ça, c'est la honte pour la Hongrie. Esterházy, c'est la honte. Bref. Passons. Eugène Delacroix. Alors, ce que je voulais dire, c'est que Baudelaire est un critique, un véritable critique d'art, mais un critique d'art engagé, qui ne renie absolument pas ses faveurs, les faveurs qu'il fait à certains peintres. Et donc lui, il s'est enamouraché, si vous voulez, d'Eugène Delacroix, à juste titre, et depuis le début. Eugène Delacroix, chapitre 4. Le romantisme et la couleur me conduisent droit à Eugène Delacroix. J'ignore s'il est fier de sa qualité de romantique. Alors quand on dit sa qualité
quand on parle de qualité de quelque chose, c'est le titre de romantique. C'est-à-dire qu'il a été qualifié de premier romantique de France à l'époque. Donc j'ignore s'il est fier de sa qualité de romantique, mais sa place est ici parce que la majorité du public l'a depuis longtemps, et même, dès sa première œuvre, constitué le chef de l'école moderne. Donc le romantisme au XIXe siècle est considéré comme l'école moderne de la peinture. C'est vraiment le renouveau de la peinture, parce qu'on a eu tous les néoclassiques jusqu'à présent, et là on a le romantisme dont je vous ai parlé avec Caspar David Friedrich, que vous verrez sur cogito.com, et puis bien sûr Delacroix, qui est un peintre engagé politiquement, et vous le verrez avec les massacres de l'île de Sceaux. Où les grands auteurs, justement, comme Chateaubriand, comme se sont engagés, Lamartine aussi, où ces gens-là s'engageaient pour des causes justes. En entrant dans cette partie, mon cœur est plein d'une joie sereine, et je choisis à dessein mes plumes les plus neuves, tant je veux être clair et limpide, et tant je me sens aise d'aborder mon sujet le plus cher et le plus sympathique. C'est bien la première fois qu'un auteur se prend pour un perroquet avec fierté. Je choisis à dessein mes plumes les plus neuves. Alors, c'est un pléonasme, parce que quand il parle de ses plumes, c'est pas l'oiseau, bien sûr, c'est les plumes de cygne avec lesquelles on écrivait. Parce que nous, on écrit avec des stylos et maintenant avec des ordinateurs. Donc je choisis à dessein mes plumes les plus neuves, tant je veux être clair et limpide, et tant je me sens aise d'aborder mon sujet le plus cher et le plus sympathique. Il faut, pour faire bien comprendre les conclusions de ce chapitre, que je remonte un peu haut dans l'histoire de ce temps-ci, et que je remette sous les yeux du public quelques pièces du procès déjà citées par les critiques et les historiens précédents, mais nécessaires pour l'ensemble de la démonstration. Du reste, ce n'est pas sans vif plaisir que les purs enthousiastes d'Eugène Delacroix reliront un article du Constitutionnel de 1822 tiré du salon de M. Thiers, journaliste. Ouvrez les guillemets, aucun tableau ne révèle mieux, à mon avis, l'avenir d'un grand peintre que celui de M. Delacroix, représentant le Dante et Virgile aux enfers. C'est là surtout qu'on peut remarquer ce jet de talent, cet élan de la supériorité naissante qui ranime les espérances, un peu découragées par le mérite trop modéré de tout le reste. Le Dante et Virgile ne conduit pas par Caron, Le Dante et Virgile conduit par Caron. Caron, c'est celui qui va vous permettre de traverser le Styx pour aller sur l'île des Morts. C'est pour ça que les Grecs mettaient des pièces d'or sur les yeux pour payer le passage, pour que les morts puissent aller sur les Champs-Élysées ensuite. Et c'est un moment qui me touche parce que c'est ce que j'ai fait avec mon père, qui était un grand amateur de Dante et de la Divine Comédie. Le Dante et Virgile, conduit par Caron, traverse le fleuve infernal et fendent avec peine la foule qui se presse autour de la barque pour y pénétrer. Le Dante supposé vivant a l'horrible teint des lieux. Donc il est livide. Virgile, couronné d'un sombre laurier, a les couleurs de la mort. Les malheureux, condamnés éternellement à désirer la rive opposée, s'attachent à la barque. L'un la saisit en vain et, renversé par son mouvement trop rapide, est replongé dans les eaux. Alors, il se passe que vous avez Dante et Virgile sur cette barque, guidés par Caron, et les morts qui sont dans le Styx veulent s'agripper à la barque. C'est ceux qui n'ont pas pu, ou à qui on n'a pas offert le tribut pour passer. Et donc ils s'agrippent à cette barque. Et vous le verrez sur le tableau, il y a beaucoup de témoignages à Rubens de la part de Delacroix, qui copiait Rubens depuis toujours, et où on voit des personnages, il y en a même un qui, je crois, qui mord la barque, donc à pleines dents, puis qui a les doigts crispés. On retrouvera ce type d'expression dans le déluge, dans l'image du déluge de Girodet, je crois.
Vous verrez, c'est assez bouleversant de réalisme. Et on retrouvera aussi ce type d'expression dans le radeau de la Méduse et dans les études de Géricault. Alors, là, vous avez la description de cette barque. L'un la saisit en vain, est renversé par son mouvement trop rapide et replongé dans les eaux. Un autre l'embrasse et repousse avec les pieds ceux qui veulent aborder comme lui. Deux autres serrent avec les dents le bois qui leur échappe. Il y a là de l'égoïsme, de la détresse, le désespoir de l'enfer. Dans le sujet si voisin de l'exagération, on trouve cependant une sévérité de goût, une convenance locale et en quelque sorte, qui révèle le dessein auquel des juges sévères, mais peu avisés ici, pourraient reprocher de manquer de noblesse. Le pinceau est large et ferme, et la couleur simple et vigoureuse, quoique peu crue. L'auteur a, outre cette imagination poétique qui est commune au peintre comme à l'écrivain, cette imagination de l'art qu'on pourrait appeler en quelque sorte l'imagination du dessin, et qui est tout autre que la précédente. Il jette ses figures, les groupes et les plie à volonté avec la hardiesse de Michel-Ange et la fécondité de Rubens. Vous voyez, il en parle. Je ne sais quel souvenir des grands artistes me saisit à l'aspect de ce tableau. Je retrouve cette puissance sauvage, ardente, mais naturelle, qui cède sans effort à son propre entraînement. Alors là, je vais faire une petite pause pour resituer ce tableau, parce que c'est très très important, et pourquoi il est si important. Aujourd'hui, dans la civilisation moderne, nous n'avons plus de repères. Nous n'avons plus de repères culturels. Dans les banlieues, ils ont du rap, c'est leur repère culturel. Mais ce qu'on a appelé les petits bourgeois ou ceux qui avaient eu plus de chances d'avoir accès à la culture, eh bien, jadis, ils avaient les livres. Et donc, la Divine Comédie de Dante était un des fleurons de cette culture, c'est-à-dire que tout le monde l'avait lu. C'était un classique. Alors, qui est Dante ? Dante, c'est un poète florentin, qui a écrit cette Divine Comédie en 3 volumes, que j'ai là, d'ailleurs. Ouais, vous pouvez les trouver. Je vais les sortir. Ça ne me quitte pas depuis que j'ai 13 ans, parce que je l'ai lu, j'avais 13 ans, comme mon père l'avait lu quand il avait 13 ans. C'est une tradition entre mon père et moi. Donc, la Divine Comédie, vous pouvez le trouver en poche. Vous pouvez peut-être le trouver également sur Internet. Donc vous avez évidemment l'enfer qui est un classique, l'Inferno, le purgatoire et le paradis. Et évidemment, c'est écrit dans un italien magnifique. C'est dans le florentin, qui est réputé être le plus bel italien parlé. En plus, c'est l'italien de la Renaissance, juste à la fin du Moyen-Âge, la pré-Renaissance. Et Dante s'est inventé un rapport, une relation avec son maître à penser, qui était Virgile. Virgile qui est l'un des plus grands poètes romains, antiques. Romains ou grecs, oh là, antiques en tous les cas. Et dans le 5e cercle, ce qu'on appelle le chant numéro 5, les coléreux, il a repris, Delacroix a repris justement un passage de ce chant numéro 5, qui dit ceci: leur sort est de croupir immergés dans les eaux boueuses du Styx, tel Filippo Argenti. Combien se prennent là-haut pour de grands rois, qui seront ici, comme porcs dans l'ordure, laissant de soi un horrible mépris. Alors cette phrase, on pourra la retrouver avec une certaine forme de similitude chez Platon dans le mythe d'Hère. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire magnifique
où dans une salle se retrouvent les morts, les âmes des morts, et où se trouve également Ulysse, le héros. Alors, détrompez-vous, Ulysse n'était pas un si gentil monsieur que ça, c'est lui qui aurait tué son propre fils, Télémaque. Donc c'était un guerrier farouche et dans ces temps grecs très difficile, très caractériel, même comme Hercule, pareil. Alors combien se prennent là-haut pour de grands rois qui seront ici comme porcs dans l'ordure, laissant de soi un horrible mépris. Et dans le mythe d'Air, si vous voulez, toutes ces âmes sont réunies dans une pièce et au milieu de celle-ci se trouvent des tablettes de marbre sur lesquelles sont inscrites les vies futures. Et chacune de ces âmes, qui sont matérialisées par des humains, se jette sur ce paquet de vies pour prendre évidemment les plus belles, celles des rois, celles des empereurs, celles des grands dominants de ce monde, des grands guerriers. Sauf que le coup du sort, c'est que si, sur la face A, parce que la vie, et c'est comme disait Steiner, hein, quand on regarde un arbre, on ne voit qu'une face de cet arbre. On ne voit pas toutes les faces. Et ça peut être une face en carton mâché, en papier mâché, mais derrière, il y a beaucoup d'autres choses. Des fois, c'est que du théâtre, comme un décor de cinéma. D'autres fois, c'est toute une vie. Et donc, Ulysse, dans le mythe d'Air, décide de les laisser choisir leur vie. Ils se ruent dessus, sont très heureux d'avoir obtenu l'avis des rois, des empereurs, des conquérants. Et quand ils tournent, justement, cette plaque, ils se rendent compte qu'ils se feront assassiner par leurs enfants, on leur crevera les yeux, ils vivront une vie ou une mort épouvantable, et ils se mettent à hurler, mais c'est trop tard. Et Ulysse, qui était le dernier des hommes, eh bien, se lève pour chercher sa plaque, et sa seconde vie sera celle d'un pêcheur, d'un simple pêcheur du début jusqu'à la fin de sa vie, et qui prendra aucun risque et qui vivra paisiblement. Et donc, après avoir vécu cette vie de héros, ces 20 ans de guerre sur la ville de Troie, contre la ville de Troie, donc 10 ans à Troie et 10 ans d'errance, eh bien, le héros finira par mourir et accepter cette nouvelle vie d'homme simple. Et c'est pourquoi Dante Alighieri, qui a toute cette connaissance de la culture antique, va dire combien se prennent là-haut pour de grands rois qui seront ici comme porcs dans l'ordure, laissant de soi un horrible mépris. Alors imaginez un petit peu le poids de ces mots de la part d'un poète comme Dante, avec la susceptibilité des seigneurs de l'époque. C'est pour ça qu'il a dû fuir d'ailleurs. Donc après les 1000 démons, les 3 furies gardent les remparts de Dithée, derrière lesquels percent les 3 derniers cercles de l'enfer, c'est le champ 9. Du sommet de la tour enflammée apparaissent les 3 furies aux formes et gestes lascifs. Elles arborent pour cheveux des serpents. Ce sont les Érinies, c'est-à-dire les gorgones. La première, Mégère. La seconde, Alecto. La troisième, Tisiphon. Les petites marionnettes, pardon. Tisiphon, fond, les petites marionnettes. Ah là 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 là. Et elles appellent Méduse, la plus jeune des filles de Gorgone, pour mieux s'opposer à la présence de Virgile, le poète. Déjà venait par les terribles eaux le fracas de son plein d'épouvante. Quand un messager du ciel qui traversait le Styx, à pied sec, fait fuir les furies. Virgile et Dante pénètrent alors dans la citadelle désolée. Partout se chevauchent des tombeaux au couvercle défait, d'où s'élèvent les plaintes des hérétiques. Voilà, ça c'est la divine comédie qui est magique. Une louve qui paraissait dans sa maigreur chargée de toutes les envies, et qui fit vivre bien des gens dans la misère. Et la nature si mauvaise et si perverse que jamais son envie ne s'apaise. Et quand elle est repue,
elle a plus faim qu'avant. Dans la forêt sauvage du péché, Dante sera d'abord guidé par la voix de la raison que personnifie le poète latin Virgile. C'est sous son égide qu'il mesure toute la profondeur des enfers, les 9 cercles dans lesquels les hommes s'engouffrent quand ils ne savent plus percevoir la lumière de la raison. Dante connaît alors la pénitence et l'espérance en gravissant les 9 gradins du purgatoire. C'est là qu'il retrouve Béatrice, ambassadrice de la Révolution. Mais cela fait, si vous voulez, un appel à Orphée, qui va descendre aux enfers pour chercher Eurydice, sa bien-aimée qui est morte, et qui va remonter grâce au fil d'Ariane, mais avec l'ordre intime de ne pas regarder en arrière. Et malheureusement, Eurydice va regarder derrière elle et va être ramenée aux enfers. Et Dante, lui, était amoureux de Beatrice, et il s'est imaginé la possibilité en rêve de pouvoir retourner aux enfers aidé par un autre poète, qui n'était pas Orphée, puisque Orphée a perdu la tête à cause des furies, comment elle s'appelait? Ah là là, ça avait un nom spécial. Bref, à cause de ces folles qui gardaient les temples et puis qui se droguaient avec les feuilles de laurier et qui détruisaient, qui assassinaient tous les nouveau-nés animaux et humains et qui avaient trouvé Orphée qui, avec sa lyre, charmait les animaux et lui ont coupé la tête. C'est comme ça, c'est la mort d'Orphée. Ah oui, ça va loin, toutes ces histoires de mythologie qui sont liées à la Bible et qui sont liées également à notre culture traditionnelle. Bon, pour les Italiens, Dante Alighieri, c'est un grand classique, il l'étudie à l'école. Pour les Français, tout le monde s'en fout. C'est bien dommage parce que ce sont des textes magnifiques qu'il faudrait avoir lu au moins une fois dans sa vie. Alors je reprends notre Baudelaire. Je suis désolé d'avoir interrompu cette lecture, mais ça vous met un petit peu dans le sujet et ça vous permet de comprendre pourquoi Delacroix a choisi un tel sujet. Et personne n'avait... Et pourquoi il a eu tant de succès? C'est la première fois, si vous voulez, que on choisit un sujet comme cela. On est en 1820, 22 à peu près. Dante, c'est 800 ans plus tôt, 850 ans plus tôt, à peu près, 800, on va dire. Et pourquoi le représenter? Quelle idée de représenter Dante et Virgile sur une barque à un moment donné de la Divine Comédie, lorsqu'ils vont aller sur l'île des Morts. On verra plus tard un autre tableau magnifique, mais d'un peintre germanique, Arnold Böcklin, qui s'appelle l'île des Morts, et qui est magnifique, où on voit cette barque avancer vers l'île des Morts, et c'est aussi inspiré de la Divine Comédie. Donc, ce sont des référents. Ce sont des référents qui parlaient à tous. Et là, pour une fois, on avait la représentation d'un référent archétypal, si vous voulez, pour la culture du XIXe siècle. Et c'est ce qui a fait que la critique s'est scindée en deux, mais vraiment comme un tremblement de terre. On a eu la faille de San Andrea, si vous voulez, parce que on a eu ceux qui ont été dithyrambiques pour Delacroix, et c'était son premier tableau au salon, et qui ont fait de lui une star immédiatement, parce que ça parlait aux gens, parce qu'ils avaient quelque chose, ils avaient ce référent. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est comme lorsque vous avez un fan des mangas qui va voir le film Goldorak qu'ils ont fait, Albator, pardon. Le film Albator qu'ils ont fait il y a quelques années, 5 ans je crois, magnifique film en 3D. Eh bien, ça va parler à cet individu, ça va parler à ces individus. Ils vont trouver ça extraordinaire, parce que ça parle à leur culture. Eh bien là, à l'époque, ça a parlé d'une façon extraordinaire au public cultivé, dont également au poète Baudelaire, qui lui connaissait parfaitement la Divine Comédie. Donc c'était doublement appréciable.
Je reprends. Je ne crois pas m'y tromper, M. Delacroix a reçu le génie. Qu'il avance avec assurance, qu'il se livre aux immenses travaux, conditions indispensables du talent, ce qui doit lui donner plus de confiance encore. C'est que l'opinion que j'exprime ici, sur son compte, est celle de l'un des grands maîtres de l'école. Ces lignes enthousiastes sont véritablement stupéfiantes, autant par leur précocité que par leur hardiesse. Si le rédacteur en chef du journal avait, comme il est présumable, des prétentions à se connaître en peinture, le jeune Thiers dut lui paraître un peu fou. Pour se bien faire une idée du trouble profond que le tableau de Dante et Virgile dut jeter dans les esprits d'alors, de l'étonnement, de l'abasourdissement, de la colère, du hurrah, des injures, de l'enthousiasme et des éclats de rires insolents qui entourèrent ce beau tableau, vrai signal d'une révolution. Il faut se rappeler que dans l'atelier de M. Guérin, homme d'un grand mérite, mais despote et exclusif comme son maître David, il n'y avait qu'un petit nombre de parias qui se préoccupaient des vieux maîtres à l'écart et osaient timidement conspirer à l'ombre de Raphaël et de Michel-Ange. Il n'est pas encore question de Rubens. Donc là, on nous parle bien de cette école qui a formé ces romantiques et qui provient de cette école néoclassique et qui provient de cette école de davidienne. Donc, vous avez tous les exemples, le serment des Horaces, l'enlèvement des Sabines et le magnifique couronnement de Napoléon, qui est une œuvre magistrale où chaque personnage est un personnage historique et est représenté avec son véritable visage aussi. Donc on est là avec l'atelier de Guérin, qui est un peintre classique et très connu à l'époque, et les élèves de Guérin, donc, qui devraient logiquement reprendre ce style du néoclassicisme et qui s'en extirpent pour devenir des romantiques, et c'est ça qui est extraordinaire. Et comme il le dit si bien, il n'y avait qu'un petit nombre de parias, et Delacroix en est, qui se préoccupaient des vieux maîtres à l'écart et osaient timidement conspirer à l'ombre de Raphaël et de Michel-Ange. C'est-à-dire conspirer à l'ombre de Raphaël et de Michel-Ange, sortir de cette représentation classique pour essayer de créer autre chose. Et pourquoi parle-t-il de Rubens? Il n'est pas encore question de Rubens. Eh bien parce que Rubens est un peintre absolument génial, qu'on connaît assez mal. Il faut savoir qu'à l'époque, les peintres avaient des ateliers. Et chez Rubens, lui faisait les esquisses, il faisait le plus gros du travail, mais le reste, il le laissait faire à ses élèves, qui étaient doués pour faire des mains, des pieds, comme Ingres a fait les pieds du serment des Horaces, parce que David n'y arrivait pas. Donc il a fallu que ce soit Ingres qui le fasse. Pour le portrait de Madame de Récamier, il a fallu que ce soit Ingres qui fasse le porte-lampe. C'est très fin, c'est assez remarquable comme travail, c'est très fin, c'est presque pas notable et pourtant c'est là et c'est indispensable. Donc vous aviez chez Rubens une quantité de peintres qui faisaient des parties du tableau. Et ensuite, il rajoutait la dernière touche. C'est pour ça que parfois, quand vous regardez les grandes tartines de Rubens au Louvre, et même à Munich, vous vous dites, c'est un peu un gloubi-boulga, il y a un peu tout et n'importe quoi. Oui, il y a un peu tout et n'importe quoi, il y a surtout des styles qui se détachent. Vous avez des tableaux de Rubens, par exemple, quand il représente le paradis, où lui, il va faire pareil, Adam et Ève, et tous les animaux, et les fleurs, et les fruits, et ça va être Bruegel de velours. Donc, et c'est co-signé. Donc, les ateliers des peintres étaient très très importants, et Rubens était un de ces génies du XVIIe siècle, absolument exceptionnel, qui avait la capacité de peindre avec un brio unique, et surtout très rapidement, un peu comme Franz Hals, un de ses confrères, qui lui était encore plus particulier, il travaillait seul lui. Donc, nous continuons. Monsieur Guérin, donc élève de David, rude et sévère envers son jeune élève, ne garda le tableau qu'à cause du bruit
qui se faisait autour. Alors on regarda le tableau, ça veut dire que c'était lui qui était juge au salon et qui l'a gardé parce que ça faisait polémique et que l'enlever c'était une erreur, le laisser c'était une erreur, donc il ne voulait pas porter la responsabilité. Géricault, qui revenait d'Italie, on va en parler de Géricault parce que c'est après Delacroix, c'est Géricault pour moi, c'est vraiment un génie. Qui revenait d'Italie et avait, dit-on, devant les grandes fresques romaines et florentines, abdiqué plusieurs de ses qualités presque originales, complimenta si fort le nouveau peintre, encore timide, que celui-ci en était presque confus. Alors Géricault, c'est un caractériel, schizophrène. Sa mère aussi. Sa mère aussi, un homme très perturbé, mais au talent absolument génial. Et seul Géricault pouvait véritablement reconnaître la force de Delacroix, puisqu'elle était semblable à la sienne. Sauf que Delacroix était bien plus timide et moins atteint psychiatriquement, ça c'est certain. Mais c'est pas une critique quand je parle comme ça de Géricault. J'ai beaucoup d'amitié pour Géricault, j'ai une admiration même pour lui. Mais il faut savoir quel type de personnage il était, comme Van Gogh aussi. Ah, ça, les grands génies sont des êtres extrêmement atteints et en grande souffrance, tout le temps. Et ça, on le verra bien au XIXe siècle. Ce fut devant cette peinture, ou quelque temps après, devant les pestiférés de Scio, que vous verrez sur Cogito, je les ai mis, que Gérard lui-même, un autre peintre, qui, à ce qu'il semble, était plus homme d'esprit que peintre, s'écria « Un peintre vient de nous être révélé, mais c'est un homme qui court sur les toits. Pour courir sur les toits, il faut avoir le pied solide et l'œil illuminé par la lumière intérieure. Gloire et justice soient rendues à Monsieur Thiers et Gérard. » Depuis le tableau de Dante et Virgile jusqu'aux peintures de la Chambre des pairs et des députés, l'espace est grand, sans doute, mais la biographie d'Eugène Delacroix est peu accidentée. Pour un pareil homme doué d'un tel courage et d'une telle passion, les luttes les plus intéressantes sont celles qu'il a à soutenir contre lui-même. Les horizons n'ont pas besoin d'être grands pour que les batailles soient importantes. Les révolutions et les événements les plus curieux se passent sous le ciel du crâne, dans le laboratoire étroit et mystérieux du cerveau. L'homme étant donc bien dûment révélé et se révélant de plus en plus, tableau allégorique de la Grèce, le Sardanapale, la liberté guidant le peuple, etc. La contagion du nouvel évangile empirant de jour en jour, le dédain académique se vit contraint lui-même de s'inquiéter de ce nouveau génie. M. Sostène de la Rochefoucauld, alors directeur des Beaux-Arts, fit un beau jour mander Eugène Delacroix et lui dit, après maints compliments, qu'il était affligeant qu'un homme d'une si riche imagination et d'un si beau talent, auquel le gouvernement voulait du bien, ne voulût pas mettre un peu d'eau dans son vin. Il lui demanda définitivement s'il ne lui serait pas possible de modifier sa manière. Eugène Delacroix, prodigieusement étonné de cette condition bizarre et de ses conseils ministériels, répondit avec une colère presque comique qu'apparemment, s'il peignait ainsi, c'est qu'il le fallait et qu'il ne pouvait pas peindre autrement. Il tomba dans une disgrâce complète et fut pendant 7 ans sevré de toute espèce de travaux. Il fallut attendre 1830. Monsieur Thiers avait fait dans le Globe un nouvel et très pompeux article. Donc là, vous constatez que, comme je vous l'ai expliqué, les peintres vivaient essentiellement des commandes qui leur étaient faites. Et les salons leur permettaient justement de se faire connaître, et connaître par le gouvernement, qui allait commander des œuvres à ces peintres-là. Malheureusement, ils ont tous vu l'énorme qualité de peintre qu'avait, les énormes qualités de peintre qu'avait Eugène Delacroix, mais elles étaient trop énormes pour eux, c'est-à-dire qu'ils trouvaient, comme vous l'avez entendu, que Delacroix devrait être un peu plus classique dans sa manière de peindre, un peu moins fougueuse. Or, Delacroix, c'est
c'est du feu dans la tempête. C'est impossible pour lui de se contrôler. Son geste, le geste de son trait, dans sa main, dans son pinceau, il est d'une telle rapidité d'exécution que personne ne peut comprendre que Delacroix ne peut pas faire autrement. Et c'est ce qu'il répond. Il dit, si je peins comme je peins, c'est que je ne peux pas faire autrement. Évidemment, les politiques ne comprennent rien à cela. Ça a toujours été le cas. Hein. Ceux qui ne sont pas des artistes sont des gens exigeants. Ils imaginent la peinture, mais ils ne la font pas. Donc ils s'attendent à avoir des choses qui leur plaisent et pas des choses qui pourraient leur déplaire, parce que comme ils sont des hommes politiques, il ne faut pas que ça déplaise au public. Et comme le public est partagé, il n'y a rien de pire. Alors le peintre, ce qui aura le plus de succès sera le plus consensuel. Celui qui pourra plaire à la fois au public et à la fois aux politiques. Le peintre qui ne plaît qu'à l'un des publics, ça ne fonctionne pas. Il faut toujours plaire aux politiques. Or, si vous ne peignez pas comme le politique vous le dit, et on voit aujourd'hui jusqu'où ça nous a mené, où on n'a plus de peinture en France. On a beaucoup de peintres dans les ateliers. Il y a beaucoup de peintres, il y a d'excellents peintres en France, mais comme le politique est un crétin sans nom, un inculte, un béotien, un barbare, et qu'il n'entend rien à la peinture, il détruit la peinture parce qu'il est au service de tous ces satanistes, ces maudits satanistes qui insufflent une fausse culture à notre peuple, ce qui fait qu'ils ont des demandes et ils font tout et n'importe quoi. Ils sont dépendants, si vous voulez, des installations qu'on avait initiées déjà au temps des surréalistes, et ils les ont perfectionnées. Ils font du faux Beuys, ils font le vagin de la reine. Ça, c'est la représentation de l'art aujourd'hui. Et alors imaginez, Delacroix faisait scandale à son époque, alors aujourd'hui c'est un grand classique, et aujourd'hui on nous met des plugs anneaux, un plug anal en plein centre de Paris, on nous met le vagin de la reine, enfin vraiment, ça fait passer les artistes pour des obsédés sexuels, des gens qui pensent qu'au cul, alors que c'est pas du tout le cas, qu'il y a une grande spiritualité dans la peinture, et que ça c'est une perversion. Mais c'est la perversion du politique, c'est pas la perversion de l'artiste. C'est-à-dire que c'est le politique qui va privilégier cette expression. Mais c'est pas ça l'expression de l'art. Ça, c'est l'expression de malades mentaux qui sont sponsorisés par d'autres malades mentaux. C'est tout. Quand vous voyez Jeff Koons, les travaux de Jeff Koons qui sont... Moi, je trouve ça complètement débile, mais ça, c'est mon avis. C'est pas ça de l'art. Mais il est sponsorisé, si vous voulez. Il est poussé par sa culture. Il faut repenser également à la culture du New Deal aux États-Unis, où, après la guerre, l'Amérique n'avait pas de peintres, à part Norman Rockwell, mais qui était extraordinaire. Mais il n'y avait pas véritablement d'école de peinture, si vous voulez, aux États-Unis. Et donc, le New Deal a tout fait pour développer la peinture. Et ils ont développé Jackson Pollock, qui était un imposteur. Ça a été prouvé par ce peintre allemand Max Ernst, un génie absolu, à l'égal de Picasso, sauf qu'on n'en parle pas assez, et qui s'était réfugié aux États-Unis pour fuir le nazisme, et qui avait été visité justement par ces jeunes peintres américains, dont Jackson Pollock. Et Max Ernst leur expliquait ce que c'était que la peinture. Et pour rigoler, il avait pris une boîte de conserve, il avait fait trois trous dedans, puis il avait mis de la peinture dedans, et il y avait une grande toile par terre, puis il était passé comme ça, avec sa boîte de conserve, et puis après il avait mis une autre couleur, et ainsi de suite. Et c'est ce qui a donné à Jackson Pollock l'idée de faire de ce qu'on a appelé le dripping, to drip, donc qui tombe. Et c'est ça qui a fait son succès. Et Jackson Pollock, au bout de quelques années, s'est suicidé. Pourquoi ? Bon, il y a plein de raisons. Moi, j'ai mon explication personnelle. Pour moi, il en pouvait plus.
Il n'en pouvait plus d'être considéré comme un grand peintre alors qu'il n'était qu'un imposteur, alors qu'il n'était qu'un peintre de dripping et qu'il avait pris cette invention chez d'autres. Et ça, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Ce qui fait qu'il n'arrivait pas à évoluer, il ne pouvait pas aller au-delà de tout cela. Et donc il s'est suicidé, Jackson Pollock. Mais tout ça, c'est pour vous dire, qui fait la peinture aujourd'hui? Ce ne sont pas les artistes, malheureusement. Ce sont les politiques et les galeristes. Et les galeristes, les grands galeristes, qui sont des grands voyous, et qui sont capables d'acheter toute l'œuvre d'un artiste, de la stocker, et puis un jour de la sortir, et de s'enrichir là-dessus, et de spéculer. C'est toute une question de spéculation. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'art. Il n'y a plus de mouvement. Vous n'avez plus de mouvements picturaux en France aujourd'hui. C'est une catastrophe. Regardez le 19e siècle, un foisonnement de mouvements picturaux après le romantisme. C'est extraordinaire ce qui va se passer après le romantisme en France. Eh bien, aujourd'hui, la France qui était le phare, avec l'Italie, l'Espagne, l'Europe, qui était le phare de la culture picturale dans le monde, n'existe plus. Et qu'est-ce qu'on a? On a des produits qui nous viennent des États-Unis et qui sont de très mauvais artistes, en grande majorité. Alors vous avez des génies, vous avez des gens qui dessinent mais à la perfection, qui sont capables de faire des choses extraordinaires, mais est-ce que c'est de l'art? Parce que là, on en parle de l'art. Là, il en parle, Baudelaire, de l'art. Il vous dit, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui vient du cerveau. C'est pas quelque chose qui a été décidé d'être fait pour gagner un grand prix ou décidé d'être fait pour être célèbre. Non. C'est une impulsion de l'artiste, justement projetée, et qui a donné la barque de Dante et Virgile sur le Styx, dirigé par Caron. Et c'est ça que nous n'avons plus. Parce que les technocrates ont pris le pouvoir sur notre culture. C'est ce qui devient épouvantable. Les technocrates et les galeristes, qui sont ni l'un ni l'autre des spécialistes. C'est terrible de dire qu'un galeriste n'est pas un spécialiste. Un galeriste, c'est quelqu'un qui sait faire de l'argent. C'est pas du tout un spécialiste. C'est quelqu'un qui va voir un artiste et qui va dire c'est un bon produit. Ou c'est un mauvais produit. Ou on va pas le prendre parce qu'il risque de faire de l'ombre à un de nos poulains. Vous comprenez? C'est toute une technique de vente. Ça n'a rien à voir avec la culture, le savoir et le talent. Aujourd'hui, les artistes ne sont pas forcément ceux qui ont du talent, mais ce sont ceux qui sont les mieux poussés. Quel dommage. Quelle tristesse. Quelle tristesse de constater qu'on va assassiner l'art au détriment de l'argent et d'un message sataniste, je dis bien sataniste, pour détruire en l'homme toute sa capacité créatrice. Mais c'est très simple. Il suffit de regarder aujourd'hui les grands artistes sponsorisés par les gouvernements ou par les régions et regarder ce qu'on avait en Italie à la Renaissance. Regardez ce qu'on a eu au 19e siècle. Eh bien, là, vous allez vous poser des questions, mais où sont les artistes? Et puis, vous avez des crétins, des grands crétins, qui sont en poste, qui vont vous dire, ben oui, il n'y a plus d'art en France. Ben oui, vous l'avez tué. C'est vous qui l'avez tué, en ne laissant pas les artistes exister. Et je peux vous dire que j'en sais quelque chose, j'en connais un rayon là-dessus. Alors, on va continuer, je crois, je vais voir quelle heure il est. Ou 48 minutes, non, bon, on va arrêter. On fera le voyage au Maroc plus tard. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis. Louloute, le mot de la fin, comme toujours. Merci beaucoup. Le cri du cœur. Le cri du cœur. Ah oui. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis en ce dimanche du 4 avril 2021. Nous vous disons avec notre louloute nationale, internationale et intergalactique, nous vous souhaitons une bonne fin de week-end et puis profitez de ce jour, Je vous embrasse. Ce jour ensoleillé. Merci louloute. Et à très vite. Et à très vite. Au revoir. Au revoir.